La conquête de l'Ouest et la ruée vers l'or offrirent quantité d'histoires incroyables et de personnages sortant de l'ordinaire. Aventuriers, chercheurs d'or, businessmen plus ou moins scrupuleux et autres desperados. Mais aucun de ces personnages ne fut aussi loufoque que celui que je vais vous présenter. Mesdames et messieurs, voici Sa Majesté impériale Norton Ier, empereur des États-Unis et protecteur du Mexique, qui régna de 1859 à 1880 depuis sa capitale, la bonne ville de San Francisco. Vous n'en avez jamais entendu parler? C'est normal, puisque son pouvoir fut usurpé par d'ignobles individus réfugiés à Washington, comme les sinistres Abraham Lincoln et Ulysse Grant, pour ne citer qu'eux. À moins que je ne me contente là de reprendre bêtement la propagande impériale de Norton. Pour en avoir le cœur net, plongeons-nous dans l'histoire de Joshua Norton. Né près de Londres, vraisemblablement en 1818, Norton passa l'essentiel de sa vie en Afrique du Sud avant de s'installer à San Francisco en 1849. Les poches pleines d'argent puisque selon certaines sources, il aurait hérité de 40 000 $ à la mort de son père. Ce qui est sûr, c'est qu'il était plutôt doué dans le monde des affaires puisqu'il fait rapidement grossir sa fortune, notamment dans la spéculation immobilière. La Californie était à l'époque en pleine ruée vers l'or et la plupart des nouveaux arrivants tentaient de faire fortune en prospectant le précieux minerai. Ainsi, le port de San Francisco était rempli de navires abandonnés par leurs équipages, qui préféraient tenter leur chance plutôt que de repartir en mer. Mais Norton ne fut pas touché par la fièvre de l'or, mais plutôt celle du riz. En décembre 1852, Norton décida de spéculer sur le prix du riz. En effet, suite à une famine en Chine, le prix du riz avait grimpé en flèche et Norton tenta de prendre le contrôle de ce marché en achetant à bon prix une cargaison de riz venant du Pérou et entreposée dans le port de San Francisco. Mais le nouveau maître du riz vit ses espoirs de richesse s'envoler quand plusieurs navires amenèrent du riz de meilleure qualité à San Francisco. Le prix du riz était de 36 cents la livre, il tomba à 3 cents. Norton avait tout perdu. Il tenta de récupérer sa mise en attaquant en justice ses associés, mais après 3 ans de procès, la Cour suprême de Californie rendit un jugement qui lui était défavorable. Norton était ruiné, forcé à la banqueroute et obligé de vivre dans un modeste appartement de Kearny Street, bien loin du train de vie luxueux qu'il avait. Un homme qui finit ruiné dans la Californie des années 1850, c'était finalement assez fréquent. Et vous vous demandez sans doute pourquoi je vous parle de ça. C'est parce que chez Joshua Norton, la perte de sa fortune s'est accompagnée de la perte de sa raison. En 1859, frustré par le refus des autorités de lui donner raison, il en conclut que le gouvernement américain était incompétent, et se proclama donc empereur des États-Unis et protecteur du Mexique par la même occasion, parce que tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout de l'idée. Ça aurait pu en rester là, après tout, un pauvre R ayant perdu la raison, qui raconte des bêtises, cela arrive malheureusement. Mais un journal local eut vent de l'histoire et publia la proclamation de Norton dans ses pages. A partir de là, ces diverses publications reçurent les honneurs de la presse, désireuses d'amuser ses lecteurs au point que certains journaux vont même inventer des édits impériaux pour alimenter leurs colonnes. Il faut dire que la presse était à l'époque beaucoup plus libre que de nos jours, et ce n'était pas forcément une bonne nouvelle, vu que certains journalistes inventaient carrément des articles à partir de rien. Pendant ce temps, Joshua Norton, devenu Norton Ier, continua de réorganiser son nouvel empire, ordonnant par exemple la dissolution du Congrès, et comme cela resta sans effet, il ordonna à l'armée d'intervenir à Washington, là aussi sans effet notable. Durant la guerre de sécession qui ravagea son empire, Norton ordonna à l'église catholique ainsi qu'aux différentes églises protestantes de le sacrer empereur afin de résoudre le conflit, les belligérants devant se rassembler sous l'autorité de leur empereur. Norton portait également indifféremment les uniformes du Nord et du Sud afin de montrer qu'il était impartial face aux deux camps. Si certains de ces décrets étaient complètement fantaisistes, d'autres étaient au contraire pleins de bon sens et même visionnaires. Norton demanda ainsi la formation d'une Ligue des Nations devant résoudre pacifiquement les tensions internationales. Il demanda également l'interdiction des conflits entre les religions et proposa même de construire un pont dans la baie de San Francisco ainsi qu'un tunnel. Ces projets furent finalement réalisés bien après la mort de Norton. D'ailleurs, certains souhaitent rebaptiser ce pont en l'honneur de leur empereur visionnaire. Quand il n'écrivait pas ses décrets impériaux, Sa Majesté se promenait dans les rues de sa capitale, dans son uniforme bleu aux épaulettes dorées, le tout offert par des officiers de l'armée américaine, et coiffé d'un chapeau surmonté d'une plume de paon. Quand cet uniforme devenait trop abîmé, le conseil municipal de la ville lui en offrit un nouveau. Il était fréquemment accompagné de 2 chiens errants tandis qu'il inspectait les rues, le tramway, ou se lançait dans de longs discours sur de multiples sujets. Norton avait également l'habitude de manger gratuitement dans certains restaurants et bénéficier de places de premier ordre au théâtre. On peut s'étonner d'un tel traitement de faveur envers un homme ruiné et plus qu'excentrique. Mais il faut savoir que les habitants de San Francisco appréciaient énormément Norton. L'écrivain Rudyard Kipling écrivait un jour que San Francisco était une ville dingue et que la plupart des habitants étaient parfaitement fous. C'est bien évidemment exagéré, mais la ville a toujours été un peu à part et ceux qui l'ont déjà visité peuvent en témoigner. C'était encore plus vrai à cette époque où beaucoup de gens finirent ruinés durant la ruée vers l'or.
Norton était vu comme le symbole de ce qui pouvait arriver à ceux qui, s'approchant trop près du soleil, se brûlaient les ailes. Ainsi, certains commerces et restaurants accueillaient l'empereur et affichaient même sur leurs vitrines des plaques indiquant « Par l'autorisation de Sa Majesté impériale, l'empereur Norton Ier des États-Unis ». Norton récompensait ses faveurs par des billets promettant un remboursement avec intérêt, voire des titres de noblesse. Lors du recensement de 1870, la profession de Norton fut même indiquée, comme vous pouvez le voir ici. Il a aussi été précisé dans ce même recensement qu'il était fou. Apparemment, les autorités n'ont jamais essayé de l'arrêter ou de l'emprisonner, malgré ses appels à dissoudre le gouvernement de Washington. Il faut dire qu'il était aussi populaire qu'inoffensif. En 1867, il fut pourtant brièvement arrêté par un agent de sécurité qui souhaitait le voir interné. Plusieurs journaux prirent fait et cause pour Norton, et les citoyens protestèrent, forçant le chef de la police à le relâcher. Norton, bon prince, offrit le pardon impérial à l'agent trop zélé. Un des épisodes les plus célèbres eut lieu le 28 avril 1878. Ce jour-là, une manifestation anti-chinoise avait lieu. Ce type d'événement n'était malheureusement pas rare. Les Chinois, qui avaient massivement immigré aux États-Unis pour fuir la misère dans leur pays, étaient souvent victimes de discrimination et de violence, et étaient peu, voire pas protégés par les lois. Cette manifestation était menée par Dennis Kearney, un immigrant irlandais particulièrement remonté à l'égard des Chinois. Le San Francisco Examiner raconta que Norton grimpa sur un banc durant le meeting et demanda la dispersion des manifestants. Kearney lui ordonna de partir, mais Norton refusa, et après avoir été forcé de quitter l'Assemblée, publia une déclaration interdisant ce type de manifestation. C'était assez courageux de sa part de s'opposer à un groupe réputé violent et raciste, surtout à l'époque. Norton tenta également de nouer des relations diplomatiques avec les autres pays. Certaines sources évoquent le fait qu'il ait rencontré l'empereur Pierre II du Brésil durant son voyage aux États-Unis. Il écrivit également plusieurs lettres au souverain d'Hawaï et proposa à la reine Victoria de l'épouser. Étonnamment, cette dernière n'a pas répondu à cette demande. Joshua Norton mourut le 8 janvier 1880, victime d'un infarctus alors qu'il se rendait à une conférence à l'Académie des sciences de Californie. Dans le modeste appartement qu'il louait, on trouva une collection de cannes, son vieux sabre, quelques chapeaux, une poignée de bons impériaux qu'il vendait aux touristes et de faux télégrammes venus du tsar de Russie et du président français au sujet de son futur mariage avec la reine Victoria. Ses seules richesses étaient une pièce en or et des actions pour une mine d'or sans aucune valeur. Bref, Norton était mort dans la pauvreté et aurait donc dû être enterré comme tel. Mais sa mort fut reliée par de nombreux journaux et le Pacific Club, qui regroupait les hommes d'affaires de la ville, lui paya un bel enterrement. Les témoins rapportèrent que près de 10 000 personnes assistèrent à ses funérailles, un nombre digne d'un véritable souverain, d'autant que celui-là, à la différence de beaucoup de dirigeants, fut vraiment pleuré par ses concitoyens. Norton ne fut pas oublié après sa mort. Ce personnage excentrique est toujours une figure bien connue des habitants de San Francisco, et on peut toujours aujourd'hui visiter la ville en compagnie d'un guide déguisé en Norton. L'empereur est évoqué dans pas mal d'œuvres de tout type. En vrac, on le retrouve dans la nouvelle de Robert Louis Stevenson, Le trafiquant d'épaves. Il inspira également Mark Twain, qui a plusieurs fois rencontré l'empereur, pour créer le personnage du roi dans son roman Huckleberry Finn. Plusieurs comédies furent créées du vivant de l'empereur à San Francisco et jouées au théâtre. Un épisode de la série Bonanza met également en valeur l'empereur, obligé de fuir sa ville pour éviter d'être arrêté. Mais vous avez sans doute déjà entendu cette histoire si, comme moi, vous avez profité de la série des Lucky Luke de Maurice et Goscinny. Ces derniers s'inspirèrent de Norton pour créer l'Empereur Smith dans le 70e album du Cowboy solitaire, même si Smith, à la différence de Norton, est quelqu'un de très riche et fan absolu de Napoléon Bonaparte. On retrouve néanmoins de nombreux points communs avec la vie du véritable Joshua Norton. Voilà, c'est tout pour ce format court. Je pense faire quelques vidéos sur des événements et des personnages historiques du Far West que l'on retrouve dans les albums de Lucky Luke, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans un mois pour un épisode un peu plus long. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.